petite conférence lecture, c'est de vous présenter l'escrime à la baïonnette et sa place dans les AMHE. Donc ses implications et ses différentes problématiques et comment on peut faire en tant qu'AMHE, en tant que reconstructeur des arts martiaux historiques pour pratiquer et étudier cette escrime spécifique. Alors moi je me base sur l'exemple français parce qu'évidemment c'est ce que je connais le mieux, mais il y a des parallèles à faire sur les escrimes à la baïonnette des autres pays. Cette lecture, elle est faite en parallèle aussi de la sortie du premier tome de la collection Chroniques et combats, donc la baïonnette histoire d'une escrime de guerre. La collection est dédiée à la présentation de sources AMHE et de la remise dans leur contexte de ces sources. Et qui va offrir en fait aux lecteurs toutes les pistes pour pouvoir appréhender ces sources-là et se lancer dans la reconstruction et la pratique des AMHE. Pour la baïonnette, je vais vous parler un tout petit peu de l'objet en lui-même parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors la baïonnette, c'est un outil de chasse à la base qui a été créé au XVIIe siècle par les chasseurs pour pouvoir s'occuper des grosses proies, donc sangliers, ours. Une fois qu'on a eu tiré et que le fusil était déchargé, au XVIIe évidemment recharger le fusil ça se fait pas en quelques secondes, c'est long et du coup on enfonçait ce genre de dague, donc ça c'est une des plus anciennes, c'est ce qu'on appelle les baïonnettes bouchons, qui se mettaient dans le canon et qui permettaient de transformer son fusil en arme d'ast pour pouvoir toujours être offensif sans avoir de munitions. Pourquoi baïonnette? Pourquoi ce nom-là? Les historiens ne sont pas tous d'accord sur le sujet. L'explication qui me paraît la plus crédible et celle qui paraît la plus plausible aux chercheurs qui ont le plus travaillé sur la question, c'est l'origine de la ville de Bayonne qui était au XVIIe siècle réputée pour forger d'excellentes dagues de chasse qui avaient un peu ce profil-là. Donc on retrouve des dagues de Bayonne antérieures à l'utilisation de baïonnettes qui ressemblent un peu à ça. Et du coup, ça peut être l'explication de l'origine de l'art. Et quand on étudie l'étymologie de baïonnette, que ce soit en français ou dans les autres langues, là je vous ai mis en allemand, en anglais, c'est la même racine de la ville de Bayonne donc. Rapidement, les chasseurs ont transmis leur découverte aux soldats qui ont pu l'appliquer jusqu'à, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, c'est une présentation rapide, jusqu'à ce qu'en 1703, Vauban, qui est alors maréchal de France, donc le responsable des armées, l'officialise et la rend obligatoire pour tous les régiments d'infanterie. Donc c'est le moment où, en fait, où on abandonne les régiments de lanciers et de hallebardiers qui perdurent et qu'on remplace par le fusil et la baïonnette. Ça ne s'est pas fait sans résistance, hein. Vauban a dû faire face à une grosse polémique entre les conservateurs qui voulaient absolument maintenir la lance et les gens qui se rendaient compte que la lance n'était plus d'actualité. C'est Louis XIV lui-même qui a dû trancher la question. La baïonnette, elle entre dans le cadre des escrimes de guerre. Alors l'escrime de guerre, je vous laisse lire la petite définition, l'ensemble des pratiques martiales associées aux armes militaires, donc sabre, lance, baïonnette, fixée, utilisées pour et autour du champ de bataille. Alors pour et autour, parce que le but principal de l'escrime de guerre, c'est évidemment de tuer son adversaire sur le champ de bataille, mais aussi autour, parce que dans le cas du sabre notamment, c'est beaucoup utilisé pour le duel. Le sabre militaire a une grosse utilisation dans le cadre du duel, surtout entre officiers des mêmes armées. Parfois, on a eu dans les campagnes napoléoniennes énormément de tués au sabre, non pas sur le champ de bataille, mais entre camps de casernement, des officiers français qui se tapaient entre eux. La différence entre l'escrime de guerre et l'escrime de duel, c'est la durée des affrontements, qui sont tout à fait variables par rapport à l'escrime de duel, où en général un duel s'engage, il y a quelques échanges et rapidement une touche mortelle s'installe et c'est la fin du duel. Sur le champ de bataille, ça va être un duel très court qui va durer quelques secondes, avec un mort ou pas, on passe à autre chose et il y a un deuxième duel derrière. Donc ça peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures parfois,
pas plusieurs jours, hein, parce qu'il y a toujours des pauses entre temps, même si certaines batailles, notamment dans la Première Guerre mondiale, durent plusieurs jours, même plusieurs mois. Évidemment, ce n'est pas un combat continu. Par contre, dans le cadre de la charge, on peut être amené à enchaîner plusieurs dizaines de duels, voire plus, en quelques minutes. La grande diversité des oppositions, c'est bien sûr le champ de bataille, c'est jamais comme on l'a prévu. Donc nous on est avec le fusil baïonnette, le fantassin d'infanterie, mais en face il peut avoir un cavalier armé du sabre, armé de la lance, un officier armé d'un sabre, il peut avoir un sapeur avec une pelle, il peut avoir n'importe quoi. On parlait à Cornucopia il y a 2 semaines du combat de bord, où on trouve des gens qui utilisent des balais, tout ce qu'ils ont sous la main, et des haches, tout ce qu'ils peuvent trouver pour se débrouiller face à un adversaire dans le cadre d'un combat à mort entre 2 camps. Donc le fusil et sa baïonnette fixée sont souvent amenés à combattre d'autres armes. Une petite spécificité aussi, j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, c'est qu'on ne combat pas forcément tout seul avec ce fusil. On peut utiliser ses camarades autour de nous, plus ou moins, pour nous aider et pour nous offrir d'autres opportunités. Voilà, donc l'escrime à la baïonnette, elle est réservée au champ de bataille, plus que l'escrime au sabre, qui est quand même une escrime de guerre. Elle, c'est vraiment que pour le champ de bataille. Il y a peu ou pas de duels entre personnes du même camp qui se font à la baïonnette. Je n'ai trouvé aucune trace en tout cas. Donc le duel très court, très violent, suivi d'autres, et c'est l'aboutissement de la charge. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est ce qui a conduit à utiliser toujours la baïonnette dans la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en 1914, à l'entrée en guerre, dans tous les règlements de manœuvre français, on a encore fixé sur papier et appris à tous les officiers, à tous les soldats, que la charge se termine au corps à corps. Un combat, une bataille, se finit au corps à corps. Et du coup, elle se finit forcément à l'arme blanche. C'est pour ça que l'escrime à la baïonnette était encore enseigné et était une part importante de l'instruction du fantassin, surtout en France, mais pas seulement, en 1914. Et elle a perduré. Alors, l'escrime à la baïonnette, en fait, c'est pas une escrime, c'est des escrimes, c'est plusieurs. Il y a évidemment plusieurs sources qui en parlent, qui s'étalent sur plusieurs périodes. Je vous ai mis ici les 3 escrimes que je distingue. En France, évidemment, mais ça s'applique de ce que j'ai vu aux autres pays aussi. J'ai étudié aussi un peu ce qui se faisait en Allemagne et en Angleterre, et il y a les mêmes similarités, les mêmes choses qui s'appliquent en Angleterre et en Allemagne. Donc la première, c'est l'escrime du rang. Je vais développer par la suite, qui se concentre sur le 18e et la fin du 18e, début du 19e. L'escrime post-napoléonienne, donc là c'est après le Premier Empire, même si ça a commencé un petit peu pendant, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et la dernière c'est l'escrime de la Première Guerre mondiale justement. Donc la première, l'escrime du rang, c'est la plus particulière et c'est aussi la plus difficile à étudier. C'est celle dont on a le moins de sources. En France, basiquement, il n'y en a qu'une seule, Alexandre Muller, avec son traité, qui est en 2 éditions. Elle se conduit dans le rang, comme je disais, donc c'est vraiment spécifique. Vous avez sur l'illustration ici les 3 bonhommes, et en fait, c'est là toute la particularité de l'escrime, c'est qu'il va falloir apprendre à combattre dans ce cadre-là, avec une personne à sa gauche, une personne à sa droite, et un tout petit couloir pour agir face à soi, face à l'adversaire. Donc c'est au-delà de la tactique, même si la tactique et l'étude de la tactique est très importante pour pouvoir maîtriser cette escrime à la baïonnette, puisqu'il faut savoir comment marcher dans le rang, vu qu'il va falloir maintenir le rang. Il faut connaître la distance à laquelle va être précisément le soldat à notre droite, le soldat à notre gauche. Il faut savoir la vitesse et aussi, un facteur important, il peut y avoir un 2e rang. Et on va avoir des techniques d'escrime, notamment décrites par Alexandre Muller, qui se font depuis le 2e rang. Donc ce n'est pas les mêmes que celles du 1er rang. Et évidemment, pour l'expérimenter, il faut beaucoup de gens. Basiquement, 6 personnes suffisent pour tester les techniques de 1er rang. Si on veut travailler à 2 rangs, il faut au moins 12 personnes. Donc ça demande une organisation qui est plus complexe que pour les autres cas qu'on verra après. Et malheureusement, comme on a peu de sources,
faut beaucoup se baser sur la reconstruction. Donc on va devoir étudier les techniques de pique et de hallebarde qui existaient au XVIIe et en fait essayer de faire des parallèles 17e, 18e, voir ce qu'on peut faire avec, puisque les premières sources d'escrime à la baïonnette arrivent au début du 19e siècle. Donc c'est vraiment tardif. Je vous ai dit tout à l'heure, l'introduction de la baïonnette comme arme régimentaire pour tous les fantassins, c'est 1703. Le premier traité en français, c'est celui de Müller justement, en 1828. Il y a quand même 120 ans entre les deux. Voilà ce qu'on peut dire sur l'escrime de rang. On pourra en reparler tout à l'heure si vous avez des questions. La deuxième, l'escrime post-napoléonienne. Donc cette sorte d'escrime, elle apparaît pendant les conquêtes napoléoniennes du Premier Empire, entre 1795 et 1815. Et elle est conjointe, en fait, elle existe en même temps que l'escrime de rang, qui est en fait à son agonie et qui trouve sa fin dans les campagnes napoléoniennes. En même temps d'ailleurs que le système de large formation de fantassins bien alignés qui se déplacent tous en même temps, ça trouve sa fin dans les campagnes napoléoniennes et on va arriver sur le système qui correspond au système de tirailleurs. Alors, le nom vous dit peut-être rien, mais le système de tirailleurs, ça a été un changement fondamental dans la tactique militaire, puisqu'il s'agit non plus d'un rang de fantassins sur une profondeur de 6-7 rangs, bien alignés, qui se coordonnent et qui bougent difficilement et qui font des tirs par salve, à une individualisation du combattant qui va se retrouver seul, entouré d'une myriade d'autres combattants qui sont seuls, qui ont la place de bouger, qui ont la place de faire ce qu'ils veulent et qui peuvent tirer de manière autonome. C'est-à-dire qu'ils ont moins de feu de salve et ils vont plus être autonomes sur la gestion de leur tir. Et ils le sont aussi du coup sur la gestion de leur escrime. Donc là, on a de nombreuses sources, puisque ça correspond, ça apparaît au début du 19e siècle. Le temps que les premiers auteurs commencent à écrire sur le sujet, il se passe bien une vingtaine d'années. En français, le plus célèbre, c'est Joseph Pinette, qui commence avec son traité en 1832. C'est celui qui est transcrit dans le bouquin et commenté, donc vous pourrez le retrouver en détail dedans. Joseph Pinette commence de travailler dans la campagne d'Égypte, avec sa méthode réservée aux tirailleurs, avec son père, et la première occurrence de l'utilisation et de l'apparition de combattants tirailleurs qui vont aller battre, donc c'était des Mamelouks en face, à la bataille de Nazareth, en 1795-96. Il peut toujours y avoir du travail par groupe. C'est pas parce qu'on abandonne le combat de rang qu'on ne va pas utiliser parfois l'avantage du nombre, notamment face à des cavaliers. C'était l'objet d'un atelier qu'on a fait au Rosfechten cet été. Comment faire dans ces périodes-là pour combattre des cavaliers quand on est à fantassin? L'avantage, c'est de se regrouper par petits paquets de 4 ou de 8 soldats, de former des petits hérissons qui couvrent tous les angles sur 360 avec les baïonnettes, voilà, qui ont un faisceau de pointe qui permet de protéger un groupe face aux attaques des cavaliers notamment. Donc vous comprenez bien que quand on est dans cette période-là, l'escrime post-napoléonienne, on affronte toujours des cavaliers, on affronte toujours des adversaires assez variés, des lanciers, des sabreurs. Il faut faire face à un nouveau fléau sur le champ de bataille, c'est le tir efficace. Ça ne veut pas dire que le tir n'existait pas avant, mais en tout cas il n'était pas aussi efficace. Et plus on s'avance dans le 19e siècle, plus il devient efficace. Et on arrive jusqu'à la guerre de 70, le conflit franco-prussien, où là on trouve la limite du système post-napoléonien. En fait, le tir est devenu tellement efficace que la grande charge de fantassins en tirailleurs face à d'autres fantassins en tirailleurs devient obsolète, devient ingérable. C'est pas pour autant qu'on s'en rend compte, même si elle arrive dans les faits. Les stratèges ont du mal à la prendre en compte et au début de la Première Guerre mondiale, on est encore dans un système post-napoléonien, même s'il a déjà un petit peu évolué. Et c'est uniquement avec le début du conflit et la transformation du combat de position, du combat de mouvement en un combat de position, qu'on va pouvoir faire évoluer l'escrime et passer sur une autre phase. Donc la phase de la Première Guerre mondiale, là aussi on a de nombreuses sources.
Donc c'est de nombreuses sources, mais publiées sur un très court laps de temps, puisqu'en gros, entre 1915 et 1918, elles sont publiées. En France, on en a une dizaine différentes en 4 ans, donc ça fait presque plus de 2 par an presque. On voit l'utilisation de capacités martiales d'autres origines, que le soldat pouvait être à même de maîtriser, mais qui ne sont pas liées directement à la baïonnette. On va voir des mélanges dans les techniques, notamment dans les plus abouties, donc les méthodes 1917-1918. Il va y avoir l'utilisation de la boxe et de la self-défense, et de nombreux coups de poing, de pied. Pour ceux qui connaissent les coups de pied de pointe à la boxe française, on les utilise aussi dans la baïonnette. On va avoir vraiment des techniques de débrouille qui sont adaptées à l'environnement spécifique que représente la tranchée. Les techniques, ça va être par exemple du lâcher de fusil, on le balance sur l'adversaire, on attrape son couteau de tranchée qui est dans la botte et on finit au couteau. Ou des techniques aussi de désarmement qui vont apparaître, qui n'existaient pas forcément avant. L'utilisation de la crosse aussi. Les techniques de désarmement, la plus cocasse que j'ai rencontrée, c'est celle où le fantassin français, en 1917, donc équipé du casque quadrillé en acier, arrache son casque, le balance sur la tête de l'Allemand et lui saute dessus pendant qu'il est en train de se prendre un casque, et lui arrache son fusil et le tue avec son propre fusil. Voilà. C'est des techniques qui sont des techniques de débrouille. Elles continuent, elles évoluent très vite. Entre 1915 et 1918, les méthodes 1915 qui sont adaptées au combat de tranchée ne sont pas les mêmes que celles de 1918, qui le sont aussi mais d'une autre façon. On a par exemple la méthode de Émile André et du capitaine Hassler en 1916 qui explique que quand on attaque une tranchée, il faut essayer de coincer la baïonnette du mec qui est en train de défendre avec le pied pour pouvoir l'attaquer en bas. Enfin, voilà, c'est des techniques contextuelles qui sont adaptées et qui disparaissent avec le conflit de la Première Guerre mondiale. Et avec ces dernières méthodes-là, en fait, disparaît l'escrime à la baïonnette elle-même, puisque l'équipement évolue toujours, le tir devient de plus en plus prépondérant et avec une importance tellement énorme qu'il n'y a quasiment plus aucune place pour le corps à corps. On s'est aperçu, même si ça a mis 4 ans à germer dans la tête des stratèges, que quand on utilise des gaz, des grenades, des bombardements et toutes sortes d'explosifs, finalement combattre au corps à corps, c'est plus aussi évident qu'avant. Et en fait, le peu de nombre de morts à l'arme blanche dans le conflit va définitivement sceller le sort de l'escrime de guerre. On a encore chez les cavaliers l'utilisation du sabre qui met un peu de temps à disparaître. Première guerre mondiale, on l'utilise encore, et Deuxième guerre mondiale, c'est la fin en fait. En 1939, on utilise encore des méthodes de sabre à cheval, mais elles disparaissent avec. Et elles existent aujourd'hui plus que comme folklore pour la garde républicaine qui de temps en temps fait des petites manœuvres au sabre à cheval, mais voilà, c'est juste pour faire joli et pour la tradition, plus que pour l'efficacité réelle. Donc, toutes ces méthodes-là vont dépendre des mêmes problématiques. Alors quand on est un MHR et quand on veut essayer de faire de l'escrime à la baïonnette, déjà il faut trouver les sources qui nous plaisent, se situer dans une de ces 3 périodes pour bien comprendre le contexte, et après choisir un simulateur. Donc les simulateurs, j'en parle aujourd'hui parce que le Black Armories nous sort un nouveau prototype, même pas prototype puisqu'il est achevé, de simulateur de fusil baïonnette. C'est celui-là, vous pouvez le voir sur leur stand. Donc il correspond à ce qu'on appelle un simulateur léger. Donc, les deux sortes de simulateurs, c'est pas une problématique moderne. C'est pas quelque chose que j'ai défini moi, c'est quelque chose qui correspond à un vrai positionnement des traités déjà au 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est-à-dire que les maîtres d'armes, quand ils expliquaient aux soldats comment faire pour se battre à l'escrime à la baïonnette, ils avaient aussi la question de savoir comment s'entraîner et avec quoi. Et ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et les deux grandes catégories de réponse à cette question, c'était les simulateurs légers ou les simulateurs lourds. Donc dans les simulateurs légers, on trouvait soit pour les plus simples les bâtons et les moins chers, soit les fusils de bois. Donc celui-là c'est vraiment le cas. Donc c'est une forme de fusil avec la baïonnette qui est fixée au bout, qui ne bouge pas, qui est en acier. Donc là on est déjà sur quelque chose qui est assez développé. C'est le haut de gamme du simulateur léger.
Ça peut être simplement un fusil en bois jusqu'au bout avec une boule. C'est ce qui est utilisé au Jukendo, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est très bien pour les débutants, c'est bien pour l'apprentissage des techniques. Pour le sparring léger, il n'y a aucun problème. Par contre, si on veut passer sur quelque chose de plus engagé, il va falloir faire très attention parce que que ce soit un bâton ou que ce soit un simulateur comme ça ne plie pas. Et quand on va mettre des coups avec le fusil, des coups des stocks, puisque c'est une escrime qui est essentiellement des stocks, il va falloir faire très attention à la force portée sur le coup. Donc en sparring léger, ça passe. En sparring lourd, il faut faire très attention. Même avec les protections, même avec les masques et les vestes, ça peut quand même faire très mal. Les simulateurs lourds, donc il y en a de plusieurs catégories. La catégorie qu'on rencontre le plus historiquement, c'est les vieux fusils déclassés qui sont modifiés et mis avec des ressorts dedans pour faire des simulateurs de baïonnettes à ressort. On peut aussi en voir des versions construites. Dans le rapport du capitaine Laure en 1912, où il raconte en fait le déroulement d'un tournoi qu'il y a eu entre différents régiments de l'armée française, qui avaient chacun une méthode d'instruction différente et chacun un type de simulateur préféré. Donc il y en a qui travaillaient avec des bâtons, il y en a qui travaillaient avec des fusils en bois comme ça, et il y en a qui travaillaient avec ce genre d'outils. Donc c'est un modèle de fusil en bois qui est lesté, qui fait le poids du fusil réel et qui a un système à ressort qui permet de s'entraîner avec plus de précautions pour les stocks et de moins se faire mal, évidemment. Ce que conclut le capitaine Laure en 1912 lorsqu'il fait son rapport, c'est que les meilleurs des simulateurs restent le fusil modifié avec le ressort. Nous, à MHR actuel, c'est les plus difficiles à trouver. Parce que des fusils déclassés du 19e siècle, aujourd'hui, c'est des pièces de collection. Et les acheter pour les massacrer et en faire des simulateurs, c'est pas évident, surtout quand on est étudiant ou quand on a une petite bourse d'AMHR qui se lance. Par contre, oui. On a retrouvé des fusils modifiés. Oui, on en a. Ouais, on en a dans la collection. Donc pour ce livre, j'ai travaillé avec l'AFCB, l'Association française des collectionneurs de baïonnettes, qui m'ont envoyé une partie de leur photos de stock de pièces historiques, et ils ont vraiment un stock qui est impressionnant. C'était un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils ont tout ce qu'on peut trouver d'imaginable, que ce soit en pièces françaises ou autres. J'en ai mis quelques exemples photos dans le livre, et on peut encore en trouver dans les bourses militaria, notamment où eux sont présents. Ils en amènent régulièrement en démonstration. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller flâner dans les bourses militaria, même juste pour regarder, il y a des jolies pièces qui sont toujours accessibles. Alors, par contre, les problématiques avec ces deux armes-là, voilà, je vous ai mis quelques images. Donc ça, c'est les simulateurs légers que j'avais bricolés il y a quelques années, selon un plan d'un traité de 1917 français. Donc c'est le bâton qui est qualifié bâton instructeur. Donc il y a soit la version sans l'anneau, où il y a juste le bâton et la moumoute au bout, qui permet de s'entraîner vraiment avec rien. Pour le soldat qui est en campagne, ça permet de faire un entraînement à la baïonnette avec un truc qui traîne. Ce qui occupe dans les lignes de repos, l'escrime à la baïonnette était l'une des activités préférées des états-majors pour occuper les soldats dans les lignes de repos et pour leur éviter de jouer, de picoler, d'aller se promener n'importe où ou de fraterniser avec l'ennemi éventuellement. L'anneau est là pour une question pratique. Alors c'est essentiellement l'instructeur qui l'utilise, il offre une cible en fait aux soldats qui travaillent. Donc l'instructeur présente son bâton à anneau et les soldats défilent devant lui et doivent essayer de stocker à l'intérieur de l'anneau, voilà, avec les cibles qui varient. L'avantage du bâton, c'est qu'il peut les présenter à n'importe quelle hauteur et il peut en faire plusieurs d'affilée pour entraîner les soldats. Donc le bâton d'instructeur comportait les deux, la moumoute pour pouvoir montrer les techniques et l'anneau pour pouvoir faire les exercices. Là je vous ai mis ce dont je parlais tout à l'heure, les simulateurs de Jukendo. Le Jukendo, c'est la version sportive de ce qu'on appelait au Japon le Jukenjutsu. C'est l'art de l'escrime à la baïonnette japonais.
qui est liée à l'escrime française, puisque de nombreux instructeurs français à la fin du 19e sont partis au Japon moderniser l'armée japonaise et ont apporté leur technique de combat. Évidemment, elle a évolué de son côté, hein, elle s'est aussi inspirée des pratiques de lance japonaises qui existaient. Donc c'est un mix et qui est aujourd'hui encore toujours pratiqué au Japon de manière sportive, le Jukendo, au même titre que le Kendo. Donc ça rentre souvent dans les branches de Kendo traditionnelles, c'est dans les mêmes écoles qu'on le pratique. Il y a une fédération de Jukendo qui existe. Et ils utilisent des simulateurs, soit en bois comme cela, donc ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà un sport à l'époque et non plus une activité militaire au sens propre, soit des simulateurs en bambou, comme les Shinai qu'on peut rencontrer pour le Kendo. Voilà, donc les simulateurs lourds, ça c'est des pièces que la FCB m'a transmises, donc c'est des fusils, donc ça c'est pas des fusils modifiés, c'est comme cela, c'est des fusils de bois qui ont été construits à l'époque pour être des simulateurs, donc avec un système à ressort qui permet de les stocker sans problème. Donc là il y a une version de fusil d'infanterie et une version de mousqueton de cavalerie ou de sapeur ou de corps qui n'étaient pas équipés du même fusil d'infanterie. Là, je vous ai mis ici le plan de ce simulateur-là qui est aussi présent et expliqué dans le bouquin. Donc il y a un petit tutoriel pour pouvoir le construire soi-même. Donc je vous explique très rapidement. Ça fonctionne en 3 couches. Vous les voyez sur le dessin. Il y a 2 couches qui englobent celle du milieu, qui est creusée et qui permet d'inclure le système à ressort et le lest à l'intérieur du fusil pour obtenir quelque chose qui fait un poids et un équilibre à peu près correct. Vous pourrez les regarder à la fin tout à l'heure et les sous-peser. Voilà. Un inconvénient du simulateur lourd, c'est que justement il est très lourd et pour les débutants c'est assez rebutant de travailler. Quand je fais des ateliers baïonnettes, les gens qui découvrent ne peuvent pas travailler pendant 1h30 avec un fusil de 5 kg parce que c'est pas leur métier et ils n'ont pas passé, contrairement aux soldats, des semaines d'échauffement avant avec le fusil pour s'y habituer. L'escrime à la baïonnette, donc j'ai essayé de vous résumer, ça dépend de plein de problématiques. Donc, trouver les bonnes sources, les replacer dans les catégories que je vous ai expliquées tout à l'heure, trouver les simulateurs et les choisir en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc si on veut plutôt travailler avec des débutants, si on est déjà assez à l'aise avec l'escrime à la baïonnette pour travailler sur des fusils à poids réel avec des sparring assez poussés, voilà. On va choisir en fonction de ça. Trouver suffisamment d'expérimentateurs, ça on revient à ce que j'avais dit sur l'escrime de rang par exemple, là c'est particulièrement important. Quand il faut commencer de travailler à 6 ou 12 personnes, ben, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut rassembler des gens et ça prend du temps, il faut des simulateurs pour tout le monde, etc. Et trouver le bon cadre. Alors j'en ai parlé très brièvement pour l'escrime Première Guerre mondiale. Voilà. Sur l'image, vous voyez que là... Ah, trop loin. Ils ne s'entraînent pas en terrain plat. Ils s'entraînent sur un terrain qui simule une tranchée, qui simule des obstacles. Je vais vous montrer une petite vidéo après où on a une proposition d'essai que j'ai menée à Fribourg avec les GAFs de Fribourg, donc le groupe d'AMHE local, où on avait mis plein de décors en fait, sur la piste de sparring de mêlée. Et on a essayé de reproduire un terrain qui ressemble plus à un champ de bataille qu'une salle toute plate. Même si c'est jamais évident. Et ce qui est le mieux, si on a l'occasion de le faire, c'est toujours d'aller dehors, dans des endroits, on trouve dans pas mal d'endroits des anciennes fortifications ou des restes Première Guerre mondiale qui sont accessibles au public. Sinon, trouver un bout de tranchée, un dénivellement, ça reste faisable en extérieur. Et c'est le mieux pour travailler. Trop loin. Donc les problèmes qu'on rencontre dans l'escrime à la baïonnette, auxquels je n'ai pas forcément de solution,
c'est estimer l'improvisation. Alors l'improvisation, c'est la capacité de l'instructeur militaire à rajouter du contenu sur la méthode. Vous le verrez dans le livre et dans les méthodes que vous pourrez rencontrer sur Internet, il y en a pas mal qui sont en libre accès. Les méthodes sont parfois très courtes, avec finalement peu de contenu. Et ça laisse champ libre en fait à l'instructeur de rajouter ce qu'il a envie de rajouter par-dessus. Donc, quand on a une méthode complète comme celle du capitaine Hassler et d'Émile André, ou celle de Jean-Jules Gaston par exemple, là la méthode se suffit à elle-même. Quand on prend la méthode 1904, où elle tient sur 3 pages et qu'il y a à peu près une garde et 3 techniques, on va pas très loin avec ça. Et on se doute bien que l'instructeur militaire ne se contentait pas de ça pour donner une leçon complète à ses fantassins. En tout cas, l'instructeur compétent, l'instructeur qui en avait quelque chose à faire. Du coup, il rajoutait certainement des techniques. Peut-être des techniques inspirées d'autres sources que celles officielles, peut-être des techniques inspirées d'autres pays, on ne sait pas. Donc c'est ça qui est difficile en fait, c'est voir quelle marge on avait entre la source et la réalité historique. Donc ça c'est une problématique aussi qu'on rencontre dans les autres armes, hein. C'est pas dû à l'escrime et à la baïonnette. C'est la même pour le sabre. Simuler les coups de crosse. Alors ça c'est un gros problème aussi, parce que déjà à l'époque on n'avait pas trouvé de solution pour pouvoir s'entraîner à mettre des coups de crosse sans assommer son adversaire. Même ces fusils, même ceux-là, hein, les simulateurs légers, si vous mettez un grand coup de crosse dans la tête de l'adversaire, même s'il a un casque, il va avoir 36 chandelles et c'est pas votre but. Donc, simuler un coup de crosse, il y a eu une proposition dans les traités historiques que j'ai retrouvée, c'est celle de François Chapitre, un auteur belge, qui expliquait qu'on pouvait recouvrir la crosse de gutta percha, donc c'est un genre de caoutchouc qui était beaucoup utilisé au 19e, mais même ça, même une crosse en bois comme ça, recouverte de caoutchouc, ça peut quand même faire très mal. Ce qu'on fait quand on fait des sparring, c'est en général on s'arrête avant de frapper l'adversaire, on simule le coup de crosse mais on ne le porte pas. Donc on va venir faire son coup de crosse et le présenter juste devant le masque de l'adversaire, mais pas le frapper, ou devant ses côtes si on vise les côtes. Voilà, ça c'est une solution qui n'est pas très satisfaisante parce qu'on aurait envie de les mettre et de les porter, mais non, c'est pas possible. Le facteur tir. Alors ça c'est quelque chose qui est très lié, en fait plus on remonte dans les méthodes, dans la chronologie, plus c'est important. Dans l'escrime en rang, le facteur tir, il joue quasiment pas pour l'escrime à la baïonnette en elle-même, puisque d'abord on tire et ensuite on s'aborde au corps à corps. Et là il y a quasiment plus de tir au corps à corps. Dans l'escrime post-napoléonienne, il y en a un peu plus, mais surtout pour la plus ancienne, on est encore sur des fusils qui sont relativement peu précis. Et on peut arriver à s'en tirer, voilà. Un fusil aussi qui se recharge lentement, même si c'est toujours plus rapide que ce qu'on avait au 18e, ça reste quand même assez lent de rentrer une cartouche par le canon du fusil, de bourrer, voilà, ça représente tout un bazar technique. Et en fait, une fois qu'on a tiré, quand il y a un groupe d'adversaires qui arrive au corps à corps, on a peu le temps de recharger ou pas du tout, et on doit se débrouiller sans tir. Pour la Première Guerre mondiale, si on est français, on a un fusil Lebel qui a 8 munitions dedans, et on n'est pas obligé de tout tirer, de tout avoir tiré au moment où on arrive dans la tranche adverse et on a potentiellement le corps à corps qui se profile. Donc là c'est très dur aussi, parce que la charge de groupe de fantassins, vous imaginez tous hein, la Première Guerre mondiale, les bombes qui tombent, les tirs de mitrailleuses, il y a finalement peu de soldats qui arrivent à s'aborder au corps à corps. Ou alors ils ont eu de la chance. Du coup, c'est un facteur qu'on a essayé de prendre en compte aussi et de trouver des petits moyens de l'estimer et de le pallier. On a fait un exercice à Fribourg où il y avait 2 groupes de fantassins qui se fonçaient dessus et on s'était mis à 2 avec des ballons et on leur balançait des ballons dessus pendant qu'ils avançaient, et ceux qui se prenaient un ballon tombaient au même titre que s'ils s'étaient fait toucher par l'escrime à la baïonnette. Mais c'est des palliatifs et ça simulera jamais suffisamment l'ambiance que peut représenter le facteur tir dans le combat. Gérer les mêlées, alors ça c'est caractéristique des escrimes de guerre, parce qu'à chaque fois qu'on a des groupes de soldats qui s'abordent,
C'est pas forcément un duel contre une personne, hein. Des fois c'est une personne contre deux, des fois une personne contre trois si on n'a pas de bol. Du coup, dans la mêlée, ça se passe pas toujours comme on a prévu. Et c'est difficile pour l'expérimentateur et c'est difficile aussi pour la personne qui supervise la mêlée de savoir qui est mort, qui s'est fait toucher, qui a tué un autre et à la fin qui est toujours vivant et qui a remporté le combat. Et ça c'est pour ça que quand on fait de l'escrime à la baïonnette, quand on est à l'aise avec les techniques, quand on maîtrise le panel et qu'on a un bon simulateur, qu'on a des protections et qu'on a un groupe de personnes toutes équivalentes, on peut faire des mêlées, c'est même très recommandé puisque l'escrime à la baïonnette en tant que duel 1 contre 1 est très rare, c'est surtout utilisé dans le cadre de la mêlée, les techniques d'escrime. Donc là il faut en faire du coup pour être juste des mêlées, mais il faut des personnes pour superviser et des personnes qui soient attentives à ce qui se passe. Une autre problématique, c'est de trouver des cavaliers, parce que quand on fait des techniques, notamment dans les méthodes post-napoléoniennes, où on a beaucoup de techniques contre cavaliers, on n'a pas toujours un cheval sous la main avec un cavalier compétent dessus qui peut manier du sabre ou de la lance face aux fantassins. Donc on a sauté sur l'occasion au Rosfechten pour faire ça, et on recommencera, si vous venez à l'IMAC Dijon au mois de début mai, on réitérera cet atelier de fantassins contre cavaliers avec les chevaux qu'on aura sur place et les personnes. Voilà, mais c'est occasionnel, mais c'est aussi une partie importante de l'escrime et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se dire que parce qu'on n'a pas de cavalier, on n'apprend pas les techniques et on n'aura jamais à les utiliser. Ça reste une partie importante, notamment pour la deuxième catégorie de traités de l'histoire. Et rester conscient du contexte, ben ça c'est pour le soldat en lui-même. Si on travaille Première Guerre mondiale, si on travaille napoléonien, le soldat ne porte pas les mêmes uniformes, il n'a pas le même poids sur lui, il n'a pas le même fusil, il n'a pas les mêmes armes non plus. On a des fusils qui ont des baïonnettes tranchantes. Le fusil Chassepot, par exemple, utilisé par l'armée française dans la guerre franco-prussienne, avait une baïonnette tranchante. La baïonnette tranchante offre la possibilité de mettre des coups de taille. Même s'ils sont peu développés dans les traités, ils existent. Bien regarder l'uniforme de l'armée sur laquelle on veut travailler et de son époque, et bien regarder le matériel. Et aussi regarder les lieux d'affrontement. Si on fait du Première Guerre mondiale, faire une mêlée dans une plaine, ça a moins de sens que de la faire dans des terrains tout nivelés et plein de problèmes. Donc les expérimentations, on en a déjà mené quelques-unes. Un petit souvenir, ça c'était dans cette salle il y a quelques années, c'était en 2013 je crois, ça Rémi ? Il y a 2 ans. Il me semble, ouais. Donc avec un groupe de personnes qui avaient travaillé sur la baïonnette, donc à l'époque on n'avait que des fusils de bois. Maintenant on va pouvoir travailler grâce à Black Armories avec des choses qui sont un peu plus perfectionnées, un peu plus réalistes. Donc voilà, ça permet de simuler le combat en rang. Donc c'est l'une des formations qu'on peut trouver pour résister aux cavaliers. Donc là on est plus dans l'ordre de la tactique que de l'escrime, mais c'est dans ce cadre-là que l'escrime va aussi pouvoir se pratiquer. Sur des formations comme ça, sur 3 rangs, avec beaucoup de soldats regroupés. Donc ça c'est un essai, parce que quand on n'a pas de chevaux, on fait comme on peut. Donc ça c'était à Fribourg aussi, avec les gaffes, un plot à roulettes, un cavalier et une lance, et on peut improviser avec ça pour essayer de pratiquer les escrimes. Vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas de cheval qu'on ne peut pas faire face à un cavalier. Je ne sais pas si vous allez entendre le son, c'est pas très grave. Donc on avait placé le décor, hein, vous voyez. Des obstacles, des plots, des tapis, des bancs, et 2 groupes de 3 qui se faisaient face et qui devaient s'aborder au corps à corps. Et des projectiles qui se prenaient régulièrement. Il y en a qui essayent d'esquiver, voilà. Et ça met en fait le fantassin dans une condition, enfin l'expérimentateur dans une condition de stress qui se rapprochera jamais de la réalité du combat, mais qui est toujours plus juste que de le faire comme ça en se promenant la fleur au fusil justement pour aller faire de l'escrime. Ça c'est juste un essai
Il y a des tas de façons de le reproduire, il y a des tas de façons de l'améliorer aussi. On a pensé avec d'autres collègues qui travaillent sur l'escrime de guerre, avec Benoît Lelion qui a bossé sur les trucs plus sans armes ou combat au couteau dans les tranchées, à faire des expérimentations avec des bandes son, d'explosion et de tir et de tir de mitrailleuse, à passer très très fort dans le gymnase pendant que les expérimentateurs se lancent. Voilà, on a des tas de projets et de choses à mettre en place qui sont faisables. Hein. Alors, ce qui pourrait être intéressant, surtout si on travaille du Première Guerre mondiale, c'est aussi de trouver des uniformes et surtout le pactage. Le gros sac, il faisait quand même une trentaine de kilos, une trentaine de kilos sur les épaules. Quand on a déjà un fusil qui fait 5 kilos, bah, ça change beaucoup de choses. Et ça offre pas les mêmes possibilités de course et d'esquive des munitions ou des coups qui nous arrivent dessus. Parce que sur des batailles rangées, tu allais au combat avec ton pactage? Tu pouvais, ouais. Une autre façon de simuler un cavalier qu'on avait expérimenté ici même à l'Isle-Adam avec deux amis qui sont pas là aujourd'hui. Oui, c'était Yann. C'était Yann le cheval. Ah, on a fait. Ouais. C'était ça qui s'était sauvé. On était là, ouais. Voilà, donc du coup le livre, vous pouvez l'avoir aujourd'hui sur le stage. Il est à tarif préférentiel pour les participants de la MHE-IDF. Donc il est à 18 € au lieu de 22 € dans le commerce. Et sinon il sera disponible lundi dans toutes les librairies. Soit il sera déjà en stock, soit vous pouvez le commander. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet. C'est le premier tome de Chroniques et Combats, il y en aura d'autres, on espère. C'est un partenariat entre Détailler des stocks et les éditions de l'Œil d'Or au début, mais le directeur de collection Guillaume Vaillot essaiera d'ouvrir la collection aux autres gens qui ont des choses à dire et des choses intéressantes dessus. Donc voilà, rapidement vous aurez d'autres livres sur d'autres sujets, sur d'autres armes qui viendront. Le livre il y a un petit stand à côté de Black Armories si vous n'avez pas vu. Black Armories nous fait un prix, une offre pour l'achat du simulateur et du livre en même temps, qui sera à tarif préférentiel aussi. Le livre est partenaire de la FFA-MHE, comme je disais, de Détailler des stocks, aussi de la ville de Dijon et de l'Université de Bourgogne, avec qui je travaille maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Vous pouvez venir essayer les simulateurs, regardez ça, il n'y a pas de souci. Tu peux nous en dire plus sur les périodes où tu avais à la fois de l'escrime de rang et de l'escrime de tirailleur? Alors, c'est assez complexe à estimer. C'est complexe parce qu'on n'a pas beaucoup de traces en fait. C'est surtout pendant les campagnes napoléoniennes. Alexandre Muller qui écrit sur le combat en rang et Joseph Pinette qui écrit sur le combat en tirailleur, mais tous les deux sont napoléoniens, tous les deux sont des officiers à la retraite pas tout à fait à la retraite, mais en tout cas qui ne sont plus sur le terrain au moment où ils rédigent leur traité et ils paraissent en même temps. Alexandre Muller rédige son traité, il paraît en 1827 et celui de Pinette en 1832. Mais tous les deux expliquent que leur travail n'est pas un travail actuel, est issu de ce qu'ils ont fait dans les campagnes napoléoniennes. Ouais. Donc c'est quelque chose qui a coexisté. C'est un compte rendu de stratégie et de la façon de l'escrime. C'est vraiment de l'escrime qui était utilisé au moment où eux étaient combattants. Oui, c'est ça, mais elle a été pratiquée en même temps en fait. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des régiments qui partaient avec une formation en rang, en ligne, qui se faisaient charger et qui pouvaient avoir l'occasion de se battre comme ça, mais qui pouvaient aussi se splitter et finir en tirailleurs et utiliser d'autres techniques en tirailleurs. Donc en fait, c'est vraiment des traités qui sont... on l'a éprouvé sur le terrain, oui. Voilà le résultat. La plupart des traités d'escrime à la baïonnette sont comme ça. Attestés, quoi, en fait. Ouais.